9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, lundi 31 octobre. On aurait dû venir déguisé aujourd'hui, c'est Halloween. Sophie, non, c'est pas un déguisement. Sophie de Menton est là avec nous, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne YouTube de débat politique s'appelle Les Indécis. Samy Sfaxi, journaliste politique. Bonjour. Et Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Voilà, on n'est pas... C'est les derniers jours du mois d'octobre. Demain, nous serons là également en direct avec vous sur Sud Radio. Méga bassine, écoterrorisme ou écologie de combat. Et puis on reviendra sur ce sondage hier dans le journal du dimanche qui donne Marine Le Pen devant Emmanuel Macron au premier tour si les élections avaient lieu dimanche prochain. Évidemment, tout cela est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais elle se rapproche en tout cas, même au second tour, d'Emmanuel Macron de façon plutôt intéressante, politiquement. On va en parler avec vous et bien d'autres sujets. Évidemment, commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christine, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, donc je vous laisse la parole. Ouais, je voulais juste faire un petit retour sur ce qui a été annoncé la semaine dernière, en fin de semaine. On était vendredi et le sentiment qu'on aime faire et surtout défaire et refaire des choses qui sont relativement évidentes. En fait, c'est le gouvernement qui a annoncé, je parle de la province, les retours de nouvelles destinations des trains de nuit. Vous le savez, on a supprimé la quasi-totalité des trains de nuit aujourd'hui. On remet en place tous ces trains de nuit qui ont été supprimés. C'est pas ce qu'avait annoncé le précédent Premier ministre dont le nom m'échappe. Jean Castex. Oh là là, le temps passe. Pourtant, il était fan de train. Alors, on va relancer la fameuse, alors je dis ça pour les gens du Sud-Ouest, la fameuse Palombe bleue. C'était ce train mythique qui reliait Tarbes à Paris et qui permettait notamment à certains pèlerins d'aller à Lourdes quand il y avait des pèlerinages. Mais on l'avait supprimé au nom de la rentabilité. On va le remettre au goût du jour de l'année prochaine, ainsi qu'un Paris-Aurillac. Alors au total, il va y avoir 13 lignes de trains de nuit qui vont fonctionner et je voudrais dire à quel point on arrive dans ce pays à faire des choses formidables, c'est-à-dire qu'on supprime des trucs qui marchaient pour s'apercevoir que ça marchait, pour les remettre au goût du jour. Donc c'est assez fabuleux parce que le train de nuit rend service. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le train qui relie notamment la zone sud-ouest, Tarbes à Paris via Toulouse, le train est complet. Ça fonctionne extrêmement bien. Arrivé à Paris, vous avez des douches flambant neuves pour les passagers pour pouvoir effectivement avoir des rendez-vous, on va dire, dans Paris, si c'est pour des raisons professionnelles. Mais ça voulait dire que ça marchait, ça fonctionnait et qu'on a laissé tomber ça au nom de la rentabilité, puis aussi au nom du tout TGV, et on s'est rendu compte que c'était une hérésie en termes de déplacement. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux des trains dans la journée aussi, les deux. Les deux, pareil, il y a eu un vent de fronde, je vous le dis comme ça, parce que c'est les liaisons aussi en région. Le directeur des réseaux de la SNCF la semaine dernière a annoncé le retour ou l'arrivée plutôt du TGV Paris-Barcelone en 6h30, formidable. Il y a plusieurs internautes qui lui ont répondu, c'est super, mais le Toulouse-Barcelone, alors qu'il y a des échanges qui sont économiques très importants entre l'Occitanie et la Catalogne, a disparu. Combien de temps le train de nuit? Quelle est la durée du trajet? Pour faire un Paris-Toulouse, Sophie? Oui, il faut 6h30. Voilà, vous montez à 23h dans le train. Mais vous dormez très bien d'ailleurs. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a eu un moment où ça avait beaucoup plus de sens de mettre des trains dans la journée, ils allaient plus vite, etc. Et là, je me pose la question, moi, la nuit, de la sécurité des trains de nuit. Sophie, je vous rassure, il y a des wagons et des compartiments réservés exclusivement aux femmes. Vous avez le choix de choisir. Vous n'avez que des femmes dans les compartiments. Ça fait longtemps. Vous ne rentrez plus dans un train de nuit comme on rentrait avant. Il y a des filtrages avant. En amont, vous n'approchez pas du quai, vous ne rentrez pas sur les quais comme ça. Donc, qui me rassure. Il y a une modernisation complète qui a été faite. Maintenant, il faut acheter des nouveaux wagons, il faut aller un petit peu plus loin, mais toujours est-il qu'il faut remettre au goût du jour. Et il y a du développement économique au bout du bout. Donc c'est ça qui est important. Franchement, vous montez dans un train à 23h, vous arrivez le lendemain matin à l'autre bout de la France. Le Paris-Vienne, qui fonctionne très très bien, 3 allers-retours, c'est quasiment complet tout le temps, Sophie. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie solution qui est parallèle à la voiture, qui est parallèle au transport du bus et qui est parallèle aussi au déplacement en avion. Nos amis du
du Sud-Ouest apprécieront. Il y a le Paris Nice aussi, mais c'est pour ceux qui vont effectivement dans ces régions-là. L'actualité, Samy Sfaxi, c'est l'élection de Lula à quelques 2 millions de voix près. Ouais, alors c'est vrai que ça s'est pas joué à grand chose, non. Moi, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est plus un commentaire sur ce parcours très spectaculaire vraiment de Lula qui, il y a 3 ans encore, était en prison. Il a passé près de 550 jours en prison avant de revenir et de renaître un peu de ses cendres. Mais ça dit quand même beaucoup de choses finalement de ce pays, le Brésil, qui est confronté à une crise politique majeure parce que ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Et Lula avait dit il y a quelques années, l'extrême droite ne résistera pas à l'expérience du pouvoir. Et finalement, on peut se poser cette question aussi en Europe, chez nous, avec l'Italie, avec Meloni qui arrive au pouvoir. Est-ce que l'extrême droite résistera à l'expérience du pouvoir? Donc c'est vrai que c'est un parcours extraordinaire sur le sang, en tout cas dans le... Pourquoi il était en prison, rappelez-nous? Pour corruption. C'est quand même un escroc qui remplace un autre escroc, pardon de dire ça comme ça. Et relâché pour vice de forme. Et relâché, oui, pour vice de forme dans la procédure. Donc moi je vois certains amis de gauche qui se réjouissent ce matin, qui tweetent sur Lula. C'est vraiment entre la peste et le choléra. Je partage vos commentaires, bien sûr, mais c'est vrai que regardons l'héritage de Bolsonaro sur 4 ans d'expérience du pouvoir, sur la forêt amazonienne, sur la gestion du Covid. Dans ce sens-là, mais on rappelle aussi les détournements et la corruption qui mais j'ai peur que ce soit partout, c'est dramatique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le sauveur, ça va pas être le sauveur du Brésil, quoi. C'est un peu ça la... Non, ce qui est assez intéressant dans cette élection au Brésil, sur le retour de Lula au pouvoir, c'est qu'il a 77 ans et que je me rappelle quand Donald Trump se représentait, on disait mais attendez, il est trop vieux, il faut pas qu'il passe à nouveau. Finalement, Biden est passé, il est plus âgé que lui. Aujourd'hui, vous avez, c'est un peu le retour des anciens entre guillemets. Vous avez Lula qui revient, qui a 77 ans, et ce n'est pas un sujet son âge. Mais rappelez-vous à l'époque quand Alain Juppé voulait se présenter à l'élection présidentielle, c'était en 2017, on disait qu'il était trop âgé et que il pourrait jamais faire de 2e mandat, donc il en avait fait un argument de campagne en disant je ferai qu'un seul mandat. Donc c'est assez intéressant de voir comment la société change, les sociétés changent dans cette perception de l'âge des personnalités politiques, et qu'on peut se dire finalement que aujourd'hui d'où la retraite à 65 ans. Exactement, et je pense qu'on va en parler. Mais le retour, et je vais employer ce terme, ne m'en voulez pas, des seniors, entre guillemets, des gens qui sont expérimentés en politique, peut peut-être rassurer les électorats. Et donc c'est aussi aujourd'hui la victoire des anciens et de ceux qui ont de l'expérience en politique. Message envoyé à Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Exactement. Christine, vous avez... Oui, alors moi ce que j'ai surtout regardé hier et ce que je trouvais assez intéressant de suivre, c'était de voir comment le scrutin a pu se dérouler à proprement parler, avec ces actions qui ont été menées par la police des routes. Alors le fonctionnement de la sécurité au Brésil est un petit peu différent, mais qui ont empêché des partisans de Lula visiblement d'aller à temps voter. Donc on a bien senti que ce scrutin se faisait sous très haute tension, que la marge d'erreur aurait pu jouer derrière les résultats avec des contestations. Et notons aussi que Bolsonaro n'a encore rien dit. Rien dit, absolument. Beaucoup s'interrogent sur ce qui va se passer ensuite. Donc je dirais que... Oui, le système, il est incroyablement sécurisé, le système de vote. Il paraît que c'est un des pays où le système de vote est le plus sécurisé. C'est un vote électronique. Avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis et c'est aussi, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Le vote est obligatoire au Brésil. Exactement. Donc c'est peut-être... Moi je trouve ça très bien. Et il a rien dit, Bolsonaro, mais ses plus proches collaborateurs ont quand même avoué la victoire. Donc vraiment, c'est son numéro 2, son colistier. Voilà, ils ont quand même dit que la victoire était perdu. Donc bon, il a été effectivement, condamné à 17 ans de prison pour avoir bénéficié de travaux sur une propriété de campagne négociée contre des contrats en faveur d'entreprises de BTP, Lula. Donc c'était pas rien non plus. C'est pas rien non plus, mais je trouve ça terrible. On a un ancien garde des Sceaux actuellement en examen pour avoir fait travailler aussi toute sa famille. Oui, Michel Mercier. Oui. Michel Mercier. Et franchement, je trouve ça désespérant. Désespérant. Mais ce qui est la note d'optimisme, c'est que aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, c'est moins possible que ça l'était avant. En tout cas, on peut l'espérer. Petite pause. On se retrouve dans un instant, pour la suite de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on est en direct. Parlons vrai sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous êtes plus de 700 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube. On est très très fiers et on vous en remercie. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à cette chaîne pour voir les replays. Et puis évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous êtes déjà nombreux également à le faire. Et sur Twitter, on continue le tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Alex Darmon, c'est lundi. Oui. C'est lundi, donc c'est jour de motion. Voilà. Oui. On va encore avoir le droit à 2 motions de censure à l'Assemblée nationale pour protester contre les réformes proposées par le gouvernement. En fait, c'est dans la continuité de mon coup de gueule de la semaine dernière. Je veux dire, on a vraiment le temps de voter des motions de censure, de proposer des motions de censure qui vont servir à rien puisqu'elles ne vont pas être votées. Moi, je ne suis pas contre le principe même de la motion de censure, comme je ne suis pas contre le principe même du 49.3, étant donné que ces deux outils sont dans l'arsenal législatif français. En revanche, en faire juste un outil de com politique pour dire encore une fois coucou, on est là et ne jamais se parler, je vois vraiment pas à quoi ça sert, si ce n'est encore à plus dégoûter les Français de la politique, parce qu'on n'y comprend rien en vérité. Aujourd'hui, en plus, il n'y a qu'une seule personne qui en sort renforcée, c'est Marine Le Pen du Rassemblement National, puisqu'elle est au moins cohérente dans ce qu'elle propose. Elle dit moi je veux une motion de censure et je voterai toutes les motions de censure, tout en sachant que bien évidemment elle ne passe pas, elle n'est pas complètement idiote, mais en votant toutes les motions de censure qui sont proposées afin de dire on est contre le gouvernement. Et en vérité, moi je trouve que ça fait juste perdre de l'argent, du temps et vraiment de l'échange et du débat politique aux Français. Mais c'est quoi? On en a un petit peu parlé la semaine dernière, c'est de la tambouille politique, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir il est obligé d'avoir des 49.3. Non mais c'est obligé, les 43 pouvez en avoir 3 dans une session parlementaire, c'est-à-dire à chaque fois pour le budget de la sécurité sociale et après une loi en plus, vous pouvez proposer un 49.3. Les motions de censure, ça peut être illimité, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des motions de censure à n'importe quel projet de loi proposé. Donc là ils le font dans le cadre du budget, dans le cadre du budget de la sécurité sociale, ils le feront une 3e fois puisque les retraites, bien sûr, à mon avis, passeront grâce à un 49.3. Les Républicains peut-être la voteront. Peut-être la voteront et peut-être que c'est à ce moment-là. Marine Le Pen a bien dit qu'elle voterait ce qui était utile. Je crois que là, elle a changé, elle a fait un coup politique clairement, mais elle a bien dit clairement qu'elle ne voterait pas de motion de censure si elle était d'accord avec ce qui était proposé. Ce qui est dommage, je trouve, avec ces motions de censure à répétition, je suis parfaitement d'accord avec Alex Darmon, c'est que en fait, ça perd de son essence. Les motions de censure à répétition, ça a quand même un caractère à l'origine de la motion de censure exclusif, rare, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que on remarque aussi au sein de la NUPES, que certains députés de l'aile droite de la NUPES, donc surtout du côté du Parti Socialiste, ils estiment que non, stop en fait, stop. On arrête là, on en a déjà déposé 2, ça suffit. On peut pas aller plus loin, on peut pas déposer une motion de censure à chaque semaine, à chaque présentation de texte. Donc c'est vrai que ça perd son caractère exclusif. Ça discrédite complètement effectivement le Parlement, la démocratie. Quel est le but? C'est ça, c'est de faire dire... tomber Macron. Oui, mais ils savent. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas. S'ils sont 3, ça tombe. Non, mais c'est pour dire qu'ils résistent, c'est pour dire qu'ils sont dans l'opposition et qu'il y a quelque chose et qu'ils sont dans l'action. Mais je rejoins ce que disait Alex, c'est que je pense que le grand public, ou en tous les cas, on regarde ça avec beaucoup de distance et en se demandant si effectivement c'est une espèce de jeu de ping-pong, un 49.3, une motion de censure, puis on revient, etc. Enfin, il n'y a pas de compréhension et de lecture. Voilà. C'est fait pour faire de l'anti-Macron. Et comme Macron, c'est très compliqué, il est détesté par certains, comme on a la spécialité en France de détester d'ailleurs les présidents de la République, qu'on aime après quand ils s'en vont. On va en parler dans notre sondage. Enfin, il perd quand même. Et donc Macron, c'est leur seul programme la plupart du temps. Comme les gens effectivement n'arrivent pas à suivre, ils font de l'anti-Macron. Et ça suffit, c'est ça. Quand je disais tambouille politique, c'est pour occuper. Oui, non, mais juste un dernier mot, ça permet de dire aussi aux oppositions, voilà. Vous n'êtes finalement pas dans l'opposition parce que vous ne votez pas cette motion de censure. Voilà, c'est juste une guerre entre eux. C'est ridicule. Voilà, et mais le 49.3, on en est donc il va y en avoir 2 autres aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut y en avoir qu'un seul autre, si je ne me trompe pas, puisque il y en a eu un la semaine dernière sur le budget, il y en a eu un. En fait, sur le volet finance, il peut y en avoir autant. Oui, il peut y en avoir 13. Voilà, c'est ce qui est prévu. Il y en a un par session parlementaire, donc entre septembre et juin, plus autant
de 49.3 sur le budget. Et comme le budget, il y a un volet recettes, il y a un volet dépenses, vous savez, un mot sur la petite phrase d'Elisabeth Borne. Emmanuel Borne, c'est pas encore ça. Sur la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de blocage durable. Elle confirme ce qu'a dit Macron, rappelez-vous, lors de ce dîner à l'Élysée. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et il le pense, il est capable de le faire. Mais heureusement. Oui, heureusement. Parce que s'il y a motion de censure et que le gouvernement tombe, oui, il y a dissolution et c'est une obligation presque. Et après, commencent les ennuis. Ce qui est très intéressant juste sur cette motion de censure, et Samy Sfaxi le disait, c'est que là, vous avez quand même une dissension dans le groupe même de la NUPES. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour avoir parlé avec certains députés écologistes et socialistes, mais même écologistes, ils ne veulent pas voter cette motion de censure aujourd'hui. Et donc, si vous avez aujourd'hui, cet après-midi, au moment des discussions, une séparation entre les députés insoumis et les députés écologistes et socialistes, ça sera la première fois depuis la nouvelle mandature et depuis juin dernier que la NUP ne vote pas un texte commun. Et donc ça voudra dire que c'est le début de la fin pour cette grande alliance qu'on nous vendait comme avenir. Ce qui est épouvantable dans ces motions de censure, c'est que dans un projet, il y a des points sur lesquels on peut être d'accord. Donc il n'y a plus aucune nuance. On vote tout ou on bloque tout. Or c'est ridicule parce qu'on peut être dans un parti, être tout à fait pour telle ou telle mesure, et donc ça n'a plus aucun sens. Sophie, coup de gueule? Oui, alors moi j'ai vraiment un coup de gueule parce que ça fait très peur. Il y avait un truc qui marchait bien, c'est la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Ça marchait très bien, c'était privé, c'est ceux qui gèrent tout votre argent. De vos retraites, hein. D'argent bien sûr de vos retraites. Et eh bien l'État l'a récupéré. C'est-à-dire que c'était privé et que c'est bien public. Et donc, malgré d'ailleurs la volonté du Parlement, des partenaires sociaux, etc., le MEDEF s'est battu comme je sais pas quoi. Le 49.3 nous prive d'un débat qui nous concerne tous, et quelle que soit la sensibilité politique. Il y a un truc qui marche, c'est le privé qui gère l'argent des retraites. Eh bien, c'est très inquiétant car le gouvernement a voulu un transfert du recouvrement des cotisations, des retraites complémentaires de tous les salariés du privé. Et c'est une étatisation du système social. Et pourquoi il fait ça? C'est un fric colossal. C'est parce que c'est de l'argent dont il peut avoir besoin. Et moi, ça m'inquiète énormément que l'État, quel qu'il soit, puisse se servir de l'argent des retraites. Oui, donc c'est vraiment incroyable cette histoire. C'est intéressant, je comprends votre étonnement, mais l'État le fait depuis tout le temps. Il gère nos retraites, il gère nos retraites, notre sécurité sociale. Non, mais notre sécurité sociale, notre chômage. Déficitaire non-stop. Non mais d'accord. Non mais ça marchait. C'est du paritarisme. Vous avez raison. Ça marchait, mais après le rôle de l'État, je dis pas qu'il va réussir, mais le rôle de l'État normalement, c'est de pouvoir anticiper et de pouvoir faire en sorte que ça marche encore mieux. Je dis pas que ce serait le rôle d'un État qui, à chaque fois qu'on compare ce que gère l'État et ce que gère le privé, pardonnez-moi, mais c'est l'État qui perd. Mais vous savez, l'État a toujours pris là où il y avait un peu de gras. On parle des retraites, on peut parler aussi des retraites gérées par l'ordre des avocats. Je veux dire, ils ont besoin de personne, l'ordre des avocats. Ils vont tomber dans le giron de la réforme des retraites. Donc dès qu'il y a un peu de gras quelque part. Exactement. Mais je pense que c'est incroyable qu'on laisse faire ça. Et vraiment, on se fait voler de l'argent par l'État. Un coup de gueule et un étonnement face aux déclarations du ministre de la Santé qui affirme que les enfants ne sont pas triés dans les services en parlant de la crise en pédiatrie. Je pense qu'il va aller au-devant d'autres surprises. C'est le Canard enchaîné qui révélait la semaine dernière qu'à Necker, et c'est une médecin qui parlait en on, c'est-à-dire avec son nom, et qui disait voilà, on a 2 enfants avec des tumeurs, on n'a pas les blocs pour les soigner, pour les opérer, on est obligé de choisir entre les deux. Donc si ça s'appelle pas du tri, c'est du tri. Et je voyais sur des groupes de mamans, genre les mamans du 18e, etc., une maman qui disait il y a 8 heures d'attente à Necker, je ne sais plus quoi faire. Necker, c'est horrible. Et les bronchiolites. Les bronchiolites. Comment est-ce qu'on ose faire grève en pédiatrie aujourd'hui? Non, mais c'est pas une question de grève. Le problème, c'est pas la grève. D'accord, mais au-delà de ça. Alors, ce que dit le ministre de la Santé, c'est que les bronchiolites, on va pas à l'hôpital. Sauf qu'il est bien gentil quand on a un enfant qui est en détresse respiratoire, qui n'a pas de médecin, et qui n'a pas de médecin, que vous n'avez pas de pédiatre accessible,
où que ce soit en France, c'est un vrai scandale. Donc, alors le tri, pareil, parce que j'en ai parlé à des médecins, ça fait longtemps qu'on parle du tri, on en a parlé au moment du Covid. Non, mais là, je parle de tri, mais du tri entre deux malades identiques. Oui, il y en a sûrement toujours eu, mais lui, il dit quand on dit trier, ça veut dire en prendre certains et ne pas en prendre d'autres. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Bah, si, c'est ce qu'a raconté cette chirurgienne de Necker. Non, mais il y a des... Non, mais c'est atroce, on est d'accord. Sur cette question, à mon avis, je pense qu'il faut, nous aussi, journalistes, qu'on se remette en question. Je veux dire, l'hôpital traverse une crise systémique, peut-être, qui est inédite. Et on traite finalement médiatiquement très peu de sujets. Alors absolument. Je suis content aujourd'hui d'en parler parce qu'on fait des éditions spéciales à rallonge sur certains faits divers qui sont absolument atroces et qu'il faut évidemment, mais on devrait faire aussi des éditions spéciales de plusieurs heures sur ces services de pédiatrie, sur justement la situation de l'hôpital, et on ne le fait pas. Donc il y a un examen de conscience aussi médiatique sur le traitement de l'information qu'il faut absolument avoir. Et là-dessus, moi en tout cas, je ne fais pas mon boulot de journaliste. C'est vrai que dès que vous parlez à un professionnel de santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit les médecins de ville, que ce soit les aides-soignants, et je vous invite à regarder le film, et je ne partage pas forcément ces idées, de François Ruffin qu'il a fait sur la situation des aides-soignants et des personnels de santé dans les zones reculées, mais on est à l'aube d'un effondrement du système de soins français. Mais là où il a raison, François Braun, c'est quand on pique le fric du privé. Là où il a raison, c'est quand il dit que tout ne se résout pas aux urgences, qu'on peut appeler le 15, qu'il y a des médecins qui peuvent vous accompagner au téléphone, mais que les gens ne le font pas forcément non plus. Donc il y a une éducation à la santé aussi à faire. C'est entre guillemets, le combat que je mène depuis des années, moi, dans mes documentaires, c'est de dire, et c'est pour ça que c'est intéressant, de dire qu'il faut faire des émissions spéciales pour informer. Absolument. Parce qu'on est aussi en manque de pédagogie en France sur le monde de l'hôpital, sur comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que l'hôpital rencontre une crise systémique, mais parce qu'on n'en a jamais parlé avant, qu'on n'a jamais raconté aux Français comment ils pouvaient agir par eux-mêmes. On l'a fait un tout petit peu au moment du Covid, où on expliquait, ne vous rendez pas forcément aux urgences, appelez d'abord pour savoir si on doit vous orienter ou pas vers l'hôpital. Aujourd'hui, on le fait plus, et c'est un peu la suite logique de ce qui s'est passé durant le Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque de personnel. Aujourd'hui, on le paye au niveau des enfants, parce qu'on est en période de grandes maladies pour les enfants. Donc, un conseil, aller dans le privé. Les cliniques, non, Sophie, elles ont pas, ils recrutent pas non plus. C'est gravissime, non. Je suis désolée, les cliniques privées. Il faut avoir les moyens, Sophie. Non, je peux vous assurer qu'il y a des territoires entiers qui sont dans une situation au niveau de l'accès aux soins. Et je ne parle pas des coins reculés de campagne. Le plus grand désert médical de France, c'est l'Île-de-France. Oui, absolument. Allez, il est 9h28 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Méga bassine, écoterrorisme ou écologie de combat? Va-t-on vers une nouvelle ZAD? On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Christine Bouillot, Sophie de Menton, Alex Darmon et Samy Sfaxi. Donc, vous avez vu ce week-end les manifestations qui se sont organisées pour protester contre les méga bassines. Donc, ce sont de grands réservoirs, très grands réservoirs d'eau qu'on remplit en pompant une partie des nappes phréatiques ou des cours d'eau pour constituer des réserves qui sont essentielles, ou qui seraient essentielles, parce que j'avoue que j'ai pas d'avis sur la question pour les agriculteurs. La mobilisation a été très très forte. On a vu les CRS déployés là-bas pour empêcher qu'une ZAD se constitue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'écoterrorisme. Donc la question est écoterrorisme ou écologie de combat? Est-ce qu'aujourd'hui l'écologie passe par ce type de mobilisation? Samy Sfaxi, on commence à... Alors là, il y a beaucoup de points à aborder. Oui, il y a beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'avant toute chose, il faut témoigner de la solidarité aussi de nos forces de l'ordre, parce que 60 gendarmes blessés, c'est quand même impressionnant. Après, ce qui est important de dire aussi, c'est la rhétorique qui est utilisée par Gérald Darmanin. Quand il parle d'écoterrorisme, il est vraiment dans le champ lexical du terrorisme. Quand il parle de fichier S, on est dans quelque chose que l'on connaît très bien. Absolument. Maintenant, sa stratégie, elle est assez prévisible. Il veut sans doute tuer dans l'œuf cette ZAD qui est en train de s'installer, parce que c'est une ZAD qui est en train de s'installer, et c'est sans doute une ZAD qui va s'installer. Quand une ZAD s'installe,
c'est l'abandon à 90% de tous les projets qui existent autour. Donc ça veut dire que c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où l'État a reculé, c'est la ZAD aussi avec le projet de Center Park qui a été abandonné dans l'Isère, qui justement les zadistes ont obtenu gain de cause. Et moi, je ne remets pas en question, si vous voulez, la mobilisation de ces personnes-là. Maintenant, il faut qu'on arrive en France à avoir un débat. On peut avoir un débat sur ces questions des bassines sans que immédiatement on essentialise cette histoire et cette mobilisation sur le biais de la violence. C'est ça en fait le problème. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler, de façon apaisée des bassines. Oui, mais c'est ce que disait, pardon, c'est ce que me disait tout à l'heure Arlette Chabot avec qui j'en parlais. Il faudrait qu'il y ait un moment, on dit stop, on se remet autour de la table, on rediscute pour apaiser un peu les choses. Mais c'est impossible. Mais ils ne veulent pas. Impossible. Alors Christine, vous connaissez bien le syndrome Rémi Fraisse. Le gouvernement est hanté par le syndrome, enfin la disparition de Rémi Fraisse il y a 8 ans quasiment jour pour jour. Ce jeune militant écologiste était tué par une grenade lancée par un gendarme au barrage de Sivins. Souvenez-vous, c'était dans le Tarn, cette retenue d'eau s'appelait une retenue collinaire, présentée comme un immense lac qui allait détruire tout un écosystème, était devenue donc une ZAD et un enjeu sur le territoire qui est devenu national, donc le gouvernement s'en était mêlé. En fait, ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, il y en a partout de ces sujets-là. Aujourd'hui, il n'est plus possible de concevoir un sujet autour de l'eau sereinement en France. Il y a immédiatement une opposition. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la temporalité? Est-ce qu'on perd une agriculture, même si aujourd'hui elle n'est pas parfaite, de passer les épisodes de sécheresse? Vous voyez comment aujourd'hui on est fin octobre, début novembre, la moitié du pays est encore en état de sécheresse. Donc comment on fait pour passer de ce système-là à un système que veulent les écologistes plus vertueux, avec une agriculture qui soit moins consommatrice d'eau, mais il faut passer ce gap-là. Donc comment on le fait? Aujourd'hui, le moindre mot de retenue, de retenue collinaire, de bassine, le mot de retenue d'eau, c'est l'épouvantail qui fait que derrière, vous aurez de toute façon une contestation. Et parce qu'il s'est passé, Rémi, c'est-à-dire de mauvaise gestion qui a été compliquée. Moi, je me souviens c'était la guérilla dans les rues de Toulouse quand il y avait des manifestations. Il y avait vraiment une opposition très forte. Et aujourd'hui, vous avez effectivement ce précédent qui fait que Emmanuel Macron a dû dire à Gérald Darmanin, je ne veux pas de ZAD parce que ça n'est pas possible de fonctionner et de faire avancer ce dossier-là. Comme disait Samy Sfaxi, il y a beaucoup de choses dans ce dossier, mais on sent effectivement que Emmanuel Macron a mis la pression sur Gérald Darmanin. Qui mettent la pression. Oui, mais ça va être à son actif. Valérie, il y a deux sujets. Christine, il y a deux sujets. Il y a évidemment le sujet de l'écologie et il faut absolument en parler. Il faut faire de la pédagogie. Nous sommes tous écolos dans l'âme. Qui a envie que notre planète, quand même. Non, mais quand on dit écolo, vous voyez, on parlait du Brésil tout à l'heure, on n'est pas tous écolos dans l'âme. Non, mais en France. Même en France. Bon, enfin, mettons qu'on ne le soit pas, je veux bien, mais je crois qu'on est quand même inquiets. Les jeunes en particulier sont très très inquiets. Je suis d'accord. Mais le sujet, et il y a eu à l'opéra, dans la flûte enchantée, un mec qui est venu s'enchaîner au décor. Il y a eu hier encore dans un musée des crèmes ou des yaourts ou de la confiture ou de la soupe. Bon, alors on a deux sujets. On a une forme de wokisme parce que ce qui est très grave, c'est que l'écologie aujourd'hui est en train de dériver dans cette espèce de violence et se mêle à un mouvement qui est un mouvement violent dans le monde entier, qui arrive en France clairement de façon dans tous les secteurs, qui empêche les réflexions, qui empêche les nuances, qui empêche de parler. Et je pense que aujourd'hui, si on n'arrête pas ce type de tentative, y compris dans les musées ou à l'opéra, qu'est-ce qu'on fait des gens? On leur dit au revoir. Là, le musée, elle est partie. On n'a même pas eu le temps d'appeler la police. On lui a dit non, il faut pas. On lui a vidé sa soupe du thermos. Et puis elle est partie. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser cette espèce de violence. C'est une violence. Et dans la rue, on assiste à la même. C'est une contagion. Je pense qu'il faut aujourd'hui être draconien, avoir une véritable sévérité. Quand on fait quelque chose comme ça, une attaque dans un musée. Par la violence. C'est la violence de les mettre en tôle tout de suite, là, 2 minutes. Être draconien, moi je suis d'accord pour qu'on légifère et qu'on fasse attention à tout ce qui se passe dans le quotidien, effectivement. Et pris tout dans de la suite, violence. une punition tout de suite. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie de la part de Gérald Darmanin de parler d'éco-terrorisme. Très honnêtement. Quand vous parlez avec des jeunes aujourd'hui sur l'écologie, ils vous parlent d'éco-militantisme. Moi je préfère ce terme-là. Je dis pas qu'ils ont raison. Mais je comprends. Je vous écoute. Je dis pas qu'ils ont raison.
Je dis pas qu'ils ont raison de s'enchaîner. Non, mais le mot d'écoterrorisme. Écoterrorisme, ça va encore plus exacerber les tensions. C'est-à-dire que là, quand vous dites à des gens qui sont des C'est quoi terroristes. l'alternative? C'est Éco-militantisme. Mais c'est un problème de terminologie, de vocabulaire, si vous voulez. Mais vous savez, c'est des jeunes. Il y a une volonté de crispation de la situation. Quand on dit aux gens, vous êtes fiché S. Vous êtes terroriste. C'est quand même très important comme terme. Et je dis pas qu'ils ont raison, je suis complètement contre. Mais quand vous parlez avec des jeunes aujourd'hui, ils vous disent qu'ils font du militantisme. Il faut leur expliquer, bien évidemment, que c'est scandaleux de voir des jeunes qui vont s'attacher à des cages de football pendant un match de foot, de balancer de la purée ou de la soupe sur tout ça. Mais c'est pas un peu la terreur, ça? Mais tout est de la terreur dans ces cas-là. Je suis d'accord avec vous. Christine, sur le mot je pense que là, sur le mode opératoire, enfin, en tous les cas, entre les actions sur les tableaux, bon, je mets ça un petit peu à part parce que on est sur le dossier de l'eau aujourd'hui, qui est un enjeu absolument colossal. On s'en rend peut-être pas compte, mais colossal. Et comment, effectivement, quand vous rencontrez ces agriculteurs qui sont pas forcément des grands exploitants, comment passer ces périodes de tension hydraulique, de problématiques, parce que se posera pour tout le monde, c'est-à-dire et les écolos et ceux qui le sont un peu moins, en tous les cas, qui sont pour l'installation de ces bassines, la question de notre indépendance alimentaire tout court. Donc il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse arriver à être au-dessus de la mêlée, mettre tout à plat. Je rappelle qu'il y a des territoires entiers qui manquent d'eau. Il n'y a pas que le sud-ouest, il y a la Bretagne, il y a les Vosges. On a eu les épisodes des feux de forêt et tout ça va s'enchaîner aussi de manière grandissante. Donc la vraie difficulté, je prends un exemple. Dans le Lot-et-Garonne, il y a des agriculteurs qui avaient fait un lac artificiel à Caussade. De leur côté, c'est-à-dire sans aucune autorisation, ils ont été condamnés et la préfecture a fait en sorte que le lac soit on va dire détruit. Donc on voit bien que la question de la légalité aussi est l'alpha et l'oméga de ces dossiers-là. Si le dossier qui est aujourd'hui les bassines dans les Deux-Sèvres a été validé, parce qu'au départ ça part d'un projet local et l'État vient en supplément. Derrière, s'agrège un débat national. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui d'entendre et à entendre. Parce que vous allez avoir les oppositions entre, on va dire, les gens, les urbains et les ruraux, quelque part. C'est ce qui est arrivé, notamment du côté de Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça a toujours existé, le militantisme écologiste à l'époque, où José Bové fauchait les champs d'OGM. Et on s'en prenait aux biens, on s'en prenait moins aux personnes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société a changé. On est dans la violence. En tout cas, on est entré dans une ère où il y a une prime à la radicalité, il y a une prime à l'outrance, il y a une prime à l'outrage. Oui, c'est ce que je dis. Il suffit de regarder Twitter. Des scènes, et je pense qu'on peut s'en désoler, et à mon avis, c'est lié aux réseaux sociaux. Et ça va pas s'arranger d'ailleurs, je suis complètement d'accord. La vraie question que vous avez posée. La prise de pouvoir d'ailleurs d'Elon Musk sur Twitter, mais je referme la parenthèse. Ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que vous allez voir des actions comme ça, très radicales, ça va se répéter. Aujourd'hui, il y en a certaines qui sont prévues. Vous allez voir, ça va être aussi spectaculaire et on va en parler. Et le problème, c'est que ça donne de l'écho, en fait, à quelque chose. Plus on en parle, on ferait mieux de se taire, Valérie. Et en même temps, on ne peut pas se taire. Non, on peut pas se taire. Parce qu'en fait, la radicalité de ces actions, c'est lié aussi à l'urgence d'une situation. Vous voyez ? Non, mais d'accord. Mais la vraie question que vous avez posée, la seule, est-ce qu'on répond à la violence par la violence? C'est la seule question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber? Ou est-ce qu'on y va, et quand on y va, il faut gagner? Donc je suis désolée, c'est la seule et unique question. Et il y a quand même quelque chose, je rajoute juste une phrase, c'est que, en parler là encore ça va, mais le problème des images, des chaînes en continu, de l'info, et ça rameute des gens qui vont là-bas. Ça nous dépasse ça, c'est pas nous qui dirigeons, en tout cas pas encore, les chaînes d'information. Non, mais répondre à la violence par la violence, j'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, parce qu'on parle de ce que le gouvernement doit jouer. Il y a aussi une question de gérer des manifestations aujourd'hui. Au gouvernement Gérald Darmanin, on lui a mis la pression parce qu'il gère mal les manifestations au gouvernement depuis 5 ans. Mais je suis désolée. On travaille les conséquences, mais pas la cause. C'est quelle gestion de l'eau doit-on avoir dans ce pays? C'est un sujet de fond. Je suis complètement d'accord avec vous, mais la question de base, c'était de savoir quels sont les enjeux pour le gouvernement. Vous avez raison, on en a parlé. Il y a cet enjeu de l'eau.
Bon, c'est pas nouveau, Alex, c'est pas nouveau. D'accord, mais là, et les projections des hydrologues disent attention, la gestion de l'eau, ça va être catastrophique. On est dedans aujourd'hui. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne veulent plus entendre un système et qui ne le supportent. Je dis pas que je le cautionne du tout, mais ce qui se passe là aujourd'hui est tellement prévisible. Mais vous avez ces actions-là sur une future autoroute qui va être construite dont les gens ne veulent plus, des éoliennes qui s'installent, des panneaux photovoltaïques dont les agriculteurs donnent les terres parce que c'est plus rentable pour eux. Il y a le sujet aujourd'hui de la transformation du pays qui est, on est dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Où est le ministre de l'écologie là? On l'a entendu, Christophe Béchu, mais à peine quoi. À peine. Petite pause sur Sud Radio 9h42. On se retrouve tout de suite avec vous pour la suite des débats. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, je voudrais qu'on continue un petit peu à parler donc de... Sophie, vous continuez le débat. Continuons à parler donc de ces super bassines et puis surtout de l'aspect politique de la chose, c'est-à-dire cette scission qu'il y a chez Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, vous l'avez vu ce week-end peut-être, a été visé par des tags hostiles sur sa voiture qui a été dégradée. Crevure a été écrit sur les portes de sa voiture. On a acheté de la peinture. Et puis écoutez cet échange qu'il a eu avec une militante. Écoutez. Vous vous sentez proche de ces gens-là, Yannick Jadot? Mais on est là tous ensemble pour lutter contre les mêmes projets. On lutte pas contre les mêmes projets. D'accord. Vous étiez là il y a 5 ans, mademoiselle? Voilà. On va pas commencer à battre les mademoiselles, je suis pas une mademoiselle, alors calme-toi s'il te plaît. Non, même pas madame, même pas madame en fait. Okay. Je suis pas une mademoiselle, alors madame, et il dit je ne suis pas une madame non plus, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le point de tension, c'est sur le mademoiselle, mais c'est pas forcément sur le projet. C'est pas sur le projet en lui-même. Bon. Non, mais ça a toujours existé, hein, les fractures internes politiques au sein d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas que ça d'Europe Écologie. Mais voilà, c'est ça, au sein de toutes les formations politiques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cet emblème. On a Jadot le modéré, Rousseau la radicale. Voilà, c'est en train de s'installer. Mais quelle chance! Voilà, mais quelle chance! C'est bon pour l'écologie qu'il y a cette fracture. Sandrine Rousseau dit il faut que Yannick Jadot entende qu'on a besoin de retrouver l'écologie de combat. Émeric Caron dit je suis opposé à la ligne de Jadot, favorable à la désobéissance civile. Donc on parle de désobéissance civile. Je milite pour une écologie radicale. Pour autant, il condamne ce qui s'est passé à ceux qui s'en sont pris à sa voiture. C'est le début de la guerre civile, hein, si on accepte ça. Non mais Sophie, si on vous écoute, c'est le début de la guerre civile tout le temps. J'entends. Non, mais en ce moment, c'est pas terrible. Hein. Non, mais j'entends, mais là, c'est juste, en fait, une fracture de ligne politique claire dans un même parti. Mais cette fracture de ligne politique, elle date... Non, je parle des événements, oui. Non, mais même les événements. Là, on parle d'Europe Écologie Les Verts. Et cette fracture de ligne politique, elle date depuis le mois de juin dernier. Mais c'est bien. Mais je sais pas si c'est bien, moi, je me prononcerai pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, elle est très violente. Très violente. Parce que quand vous avez un ancien candidat à l'élection présidentielle pour le parti d'Europe Écologie Les Verts qui se fait parler comme il se fait parler là, aujourd'hui, par ses propres militants, ça veut dire qu'en fait, il a rien compris au combat interne de son parti et qu'à mon avis il est en marge de son parti depuis le mois de juin dernier. Quand vous voyez, même le mois d'avril, quand vous voyez ses résultats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Yannick Jadot, il faut quand même reconnaître qu'il n'a pas été très clair envers sa base politique, il parle, et c'est tout à fait son droit, d'une écologie modérée, d'une écologie où on intervient par le pouvoir politique. Aujourd'hui, quand vous regardez sa base, et d'ailleurs sa base, c'est plus Julien Bayou, c'est plus lui, c'est Sandrine Rousseau, c'est pas une écologie modérée, c'est pas une écologie politique, c'est une écologie de combat. Ça n'empêche pas qu'il a raison. Mais je dis pas qu'il a tort ou raison. Non, mais c'est bien qu'il y ait cette fracture. Non, mais je comprends bien ce que vous dites. J'entends, mais dans ces cas-là, il est en marge de son parti, il est en marge des décisions politiques, et je pense que pour lui, aujourd'hui, la question est de se poser de savoir où est-ce qu'il doit se situer, à quel endroit et à quelle position. Et je pense que je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, dans quelques mois, on le voit rejoindre la majorité présidentielle pour peut-être prendre un poste politique. C'est pas impossible. Voilà. C'est pas impossible parce qu'il se trouve que nous l'avons reçu au sein du mouvement que je préside au moment des élections devant des patrons. Et on les faisait noter. On disait si vous n'aviez pas d'opinion politique, quelle note donneriez-vous à ce candidat? Il avait été très bon. Il avait été mesuré, il avait compris, il avait dit l'écologie arrivera par les entreprises. Enfin bon, ce qu'on sait, mais c'est vrai que c'est un homme modéré. C'est ça qui je sais. C'est que pour les militants écologistes, pour un certain nombre de militants écologistes, l'heure n'est plus au compromis. Je sais. C'est ça qu'on lui reproche. Christine, c'est un petit peu
peu le résultat. C'est à la fois les résultats dans les urnes. Donc pour l'instant, l'écologie politique, elle a du mal à, elle a eu quelques difficultés sur le terrain national plus que local. Hein. Il y a eu des élections où ça a plutôt fonctionné, mais sur le plan national, ça ne prend pas. Au niveau européen, un peu si. Donc en fait, l'écologie aujourd'hui, il y a ce courant du radicalisme, en tous les cas des actions fortes, hein, portées par Extinction Rébellion. Vous allez voir, il y a d'autres actions qui vont arriver, des choses qui sont et qui sont clivantes. Je veux dire, on peut revenir sur l'histoire des tableaux, des gens qui se collent la main avec de la superglue pour dénoncer l'inaction climatique. C'est la suite de ce qui s'est passé ces toutes dernières années avec cette jeunesse qui dit il ne s'est rien passé, l'écologie politique telle qu'on l'a connue, ça n'a pas fonctionné puisqu'on est dans le mur. Donc il faut une écologie de combat, c'est inévitable. Est-ce qu'on doit accepter ça? Juste une dernière chose. C'est autre chose. On parlait de la scission au sein d'Europe Écologie Les Verts. Quand vous voyez les images de la manifestation ce week-end, vous n'avez aucun drapeau d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez que des drapeaux de la France Insoumise. Ce qui veut dire que d'abord, ils ont fait une OPA, entre guillemets, sur la question climatique et sur l'écologie de combat, et que surtout, même Sandrine Rousseau, c'est pareil, on parle de Yannick Jadot, mais il faut qu'elle assume de ne plus être Europe Écologie Les Verts, qu'elle assume d'avoir franchi, entre guillemets, la frontière, et qu'elle est aujourd'hui France Insoumise. Voilà. Tant que ces gens-là ne clarifieront pas leur position politique et leur position de combat écologique, parce que c'est quand même le sujet de fond, et pour la LFI, et pour Europe Écologie Les Verts, on n'avancera pas, et eux non plus. Il y a un auditeur, Stéphane, qui me dit, en plus de la séquence, Jadot aurait dit c'est pas ma voiture, je m'en fous. J'ai pas vu. Je crois qu'il a dit c'est pas ma voiture. C'est pas ma voiture. C'est pas. Oui, il a pas dit qu'il. Voilà, mais en gros, il a dit je m'en fous. Non, il n'aurait pas dit qu'il. Non, Stéphane me dit, il dit que c'est pas ma voiture, donc en gros, il s'en fout de cette voiture. C'est une traduction, ça. Voilà. Quelques mots pour parler de ce sondage, donc hier paru IFOP, sondage IFOP pour le journal du dimanche. Le rassemblement, donc si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous si le match donc se rejouait? Et Marine Le Pen atteindrait 30% au premier tour, 47% au second tour, donc elle ne gagnerait pas, mais se rapprocherait extrêmement dangereusement pour certains d'Emmanuel Macron. Elle passe donc de 16 points d'écart à 6 points d'écart. Alors évidemment, il n'y aura pas d'élection dimanche, c'est de la supposition, mais tout de même, ça dit quelque chose sur l'état d'esprit actuel. Je rappelle qu'un sondage, c'est une photo à l'instant T sur un panel représentatif de la France, mais en tout cas, elle ferait 7 points de mieux qu'en avril, et c'est vraiment une amplification de sa popularité et de sa crédibilité. Alors, je ne voterai pas Rassemblement National. Je ne suis pas Rassemblement National, mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque encourageant parce que cette hausse va avec un côté raisonnable. Elle a voulu afficher un côté raisonnable du Rassemblement National. Elle a voulu afficher qu'on allait bosser. Elle a voulu réafficher des valeurs. Et je pense que cette hausse est due à ça, parce qu'elle a beaucoup piqué de voix aux Insoumis, à la NUPES, et que donc on peut y voir aussi, ça c'est le côté positif, on peut y voir aussi un désir des gens de voir une politique apaisée. Après, ils sont dans des valeurs assez contradictoires, parce qu'ils parlent d'un virage populaire, ils refusent de voter l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale. Il va falloir quand même qu'ils s'expliquent là-dessus. Donc quand vous défendez les classes populaires et quand vous défendez les personnes... Est-ce qu'on doit aller dans le sens Est-ce qu'on doit aller dans le sens des classes populaires quand on sait qu'on ne peut pas et que économiquement c'est un drame? Elle est courageuse de faire ça. Je trouve que c'est incohérent à sa prise de position et au virage qu'elle a voulu donner pendant toute la campagne présidentielle de candidats, du peuple et des personnes en situation difficile. Voilà, bon après c'est mon avis. Maintenant, pour en revenir sur le sondage... Moi, je mettrais un peu de mesure sur ce sondage, parce que dans le même sondage, on nous explique que l'alternative que choisiraient les Français à la situation actuelle pour l'exécutif, ce serait la NUPES à 36%, devant les Républicains et devant le Rassemblement National. Donc en fait, j'ai l'impression qu'avec des si, on peut remettre Paris en bouteille finalement, et que ces photographies à l'instant T qui sont quand même très intéressantes, il faut les prendre avec quelques réserves, à mon avis. Bien sûr. Parce que... Mais ce que j'ai dit, c'est
Voilà. Bien sûr, bien sûr. Photo à l'instant T. Mais c'est vrai. Mais qui fait l'état aussi des lieux du vote Marine Le Pen, qui rassemble des actifs, des jeunes, des 25-35 ans. Qui n'a pas déçu en tout cas. Christine, il y a une étape importante qui va être aussi décisive certainement pour ça, c'est que le week-end prochain, le RN aura un nouveau président qui ne sera pas Le Pen. Louis Alliot, maire de Perpignan, opposé à Jordan Bardella. Et ce week-end, Louis Alliot a été très clair en disant il ne peut pas y avoir d'alliance des droites, notamment avec la partie de Zemmour. Il a été très très clair là-dessus. Donc est-ce que tout ça pour envoyer des signaux certainement à cet électorat qui serait en interne tenté par Jordan Bardella, plus enclin autour de lui à se rallier avec le polémiste. Donc voilà, ça sera un virage et on verra comment la ligne politique qui a été installée, parce que Louis Alliot très clairement s'inscrit visiblement dans la lignée du très bon résultat du mois de juin et de la présence de 89 députés. Donc il essaye de voir. Enfin, ça sera intéressant de voir comment les choses vont se mettre en place à partir du week-end prochain et puis dans les mois qui viennent. Alex Darmon. Il a très peu de chance normalement de l'emporter, Louis Alliot. Donc, mais on va voir ce qu'il va faire. Oui, je suis d'accord. Mais sa voix contrat à l'avenir. Oui, effectivement, il faut prendre avec beaucoup de mesures ce sondage. Maintenant, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on est en 2022. Oui. Honnêtement, je vais me mouiller, mais je pense que Marine Le Pen sortira vainqueur de 2027 parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle est là, qu'elle progresse. Aujourd'hui, vous savez, l'émotion de censure, c'est la seule à dire qu'elle va voter la motion de censure à gauche. Elle fait effectivement preuve d'esprit raisonnable. Pourquoi ? Pour se rendre légitime, pour dire que politiquement, elle est à la hauteur. Maintenant, c'est long, c'est long. Moi, je vous dis ça. Ce matin, je donne mon sentiment. Je pense qu'elle peut gagner en 2027, qu'elle va même gagner en 2027. Mais il y a une chose dont on parlait juste avant, c'est son entourage. Son entourage n'est pas du tout professionnel encore, politiquement. Et une campagne, vous la gagnez surtout dans son parti, jamais seul. Et aujourd'hui, quand vous voyez les députés du Rassemblement National, franchement, quelquefois, ça fait peur. Il y en a même certains, quand vous parlez avec eux à l'intérieur du groupe, qui vous disent qu'ils vont arrêter d'ici 6-7 mois, qui ne sont pas à la hauteur, et il y en a d'autres qui perdent complètement leur nerf à la tribune, je pense à Tanguy, qui perdent complètement leur nerf à la tribune, donc ça va quand même être compliqué, le chemin va être long. Maintenant, aujourd'hui, c'est celle qui est la meilleure et qui est en position de gagner l'élection 2027. Et c'est d'autant plus vrai ce que vous dites que, je préside un mouvement patronal et qu'elle nous a contactés en disant, ce qui est quand même stupéfiant, écoutez, j'ai des députés qui ne sont pas compétents, qui ne savent pas ce que c'est qu'une boîte. Est-ce que vous pouvez mettre en face de moi, je mettrai 15 députés, vous mettez 15 patrons. Absolument scotché. On a dit oui, on a contacté d'ailleurs les autres mouvements pour le faire. Mais ça prouve que sa démarche va complètement dans le sens de ce que vous dites. Et pour revenir sur le sondage, Éric Revel me dit, mais à quoi ça sert de tester Macron qui ne sera pas candidat de toute façon en 2027 ? Voilà, très bonne réflexion. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on va parler de Marie-Antoinette, grande super production de Canal+, qui arrive ce soir sur vos écrans. À tout de suite. Merci à tous les quatre.